Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. L'année 2010 a été très éprouvante pour mon invité et son parti également. Alors, avec un taux d'insatisfaction qui frise les 80%, la côte sera certainement très abrupte à remonter. Alors, pour nous en parler, je reçois le député libéral de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard. M. Bernard, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Monsieur Bernard, vous avez, quand je dis vous, je ne parle pas de vous spécifiquement, je parle de votre gouvernement. Vous avez toute une côte à remonter, Monsieur Bernard. Oh, est-ce que ça se remonte? Il va falloir se mettre en petite vitesse, non, c'est l'impression. Regardez, on dit souvent, il y a un adage qui dit, puis des fois, il faut faire attention quand on le répète, 6 mois, c'est lent en politique. Et il y a eu les 2 premières années, particulièrement la dernière, c'est vrai, sur certains dossiers, ça a été difficile, mais quand on regarde, quand même, l'économie du Québec va bien, puis les fondements de l'économie sont bas. Monsieur Bernard, Monsieur Bernard, là, vous vous emmenez avec la déclaration la semaine passée du président du Parti libéral à Abitibi-Témiscamingue, M. Carignan. Quand on reçoit cet état de choses-là, on dirait que tout est merveilleux dans le meilleur des mondes au Québec. Non, mais il faut arrêter. Là. Vous êtes au plus creux de la vague, les gens. Monsieur Bernard, satisfait du gouvernement à 12-13 %. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Puis je suis certain que vous-même, vous avez jamais vu ça. On regarde, on va virer ça à l'envers. Insatisfaction totale à plus de 80 %. C'est 8 personnes sur 10, sur 10 qui disent hey, là, on n'a plus de chance. Mais regardez, il faut. Vous avez raison sur certains aspects. Mais comme j'ai dit, premièrement, quand les gens vont arriver à une campagne électorale, les prochaines élections, ils vont regarder premièrement le fondement, la base, leur environnement. Une partie de leur environnement, c'est le volet économique, le travail et autres, etc. Après ça, c'est sûr que quand on fait comme le petit sondage, le sondage qui avait eu lieu, la pétition de l'Assemblée nationale, si vous demandez à chaque personne, à chaque groupe d'intérêt... Parlez-vous de la pétition contre M. Charest? Oui. Ah, ça, c'est complètement ridicule. Ça, oui, c'est complètement ridicule. Ça devrait jamais exister. Je le sais, puis d'ailleurs, on a vu que il devait y avoir une manifestation quand elle est cancellée. Mais ceci étant, à tous les quand on rencontre des individus, chaque individu peut avoir une raison d'être insatisfait du gouvernement, une partie. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont insatisfaits sur la totalité du gouvernement. Mais il va y avoir du travail à faire au cours des 2 prochaines années, c'est clair. Et moi, honnêtement, je m'attends que dans les 6 prochains mois, déjà, il va y avoir du changement, parce que de nombreux dossiers... Il y a besoin d'en avoir beaucoup, M. Bernard. Regardez, il y a plusieurs rapports qui vont sortir, que ce soit Bastarache ou autre. Il y a plusieurs dossiers qui vont avancer au cours des prochains mois. On va voir c'est pas l'opération, c'est pas avec l'opération Marteau que vous allez refaire votre image. Ce n'est pas avec la commission Bastarache, parce que au moment où l'on se parle aujourd'hui, nous sommes le 17 janvier, mercredi, soit le 19, le rapport de la commission Bastarache devrait sortir. C'est donc dire qu'aujourd'hui, l'émission en ondes, on est le 26 janvier, le rapport sera déposé à ce moment-là. Mais, Monsieur Bernard, qu'est-ce qu'on va apprendre de la commission Bastarache? On le sait, avant de commencer, on savait la réponse. C'est complètement ridicule, puis on jette 6-7 millions à l'eau. Oui, mais regardez, un des problèmes qu'on vit dans notre société, puis on prend justement le cas qui est arrivé, puis on va prendre par exemple l'exemple de M. Bellemare, qui avait amené par une série de propos sur le financement et autres, qui a fait des déclarations, et qu'on a vu tout récemment que c'est en train de lui revenir dans le visage, parce que c'est son parti qui a fait des choses illégales de financement. Ces déclarations au niveau du DGE concernant le Parti libéral, ils ont été rejetés, refutés parce qu'il n'y avait aucun argument puis aucune preuve. Alors, il y a eu beaucoup de choses dans la société. Ça veut dire que tout ce qui est du côté de M. Bellemare, là, c'est de la bouillie pour les chats. Et du M. Favre, M. Charest et compagnie se sont assis devant la commission Bastarache. Nous sommes clairs de tout. Je vous dis une chose. Quand malheureusement, dans notre société, et où je vous dirais la politique est rendue dans beaucoup de cas ces temps-ci, et on l'a vécu à l'année longue, l'année dernière à l'Assemblée nationale, c'est que des gens font des déclarations sans fondement, puis je vous dirais souvent à tous les niveaux, que ce soit au municipal et autres, puis qui font que
ils entretiennent un cynisme dans la population par rapport aux politiciens sur des déclarations non fondées, et le mal et le dommage est fait. Et on vit dans tout ça ces temps-ci. Monsieur Bernard, vous, là, aujourd'hui, là, en 2011, on commence, là, 2011, là. Bonne année. Avec tout ce qui se passe dans l'entourage, je ne parle pas uniquement du Parti libéral, tout ce qui se passe en politique. Aujourd'hui, êtes-vous fier de votre poste de député? Je peux vous dire que... Êtes-vous fier d'être en politique? Moi, je suis fier d'être en politique pour qu'est-ce que j'ai pu faire pour la contribution pour le comté d'Orléans-Noranda-Témiscamingue et pour l'Abitibi-Témiscamingue. Okay. Ça, c'est quand je suis présenté en politique, comme je vous dirais, l'ensemble des personnes qui se présentent en politique, que ce soit un conseiller municipal, un maire ou un député, sont là, on va là pour faire des choses pour notre population. Puis c'est la première chose qu'on fait là. Et moi, de qu'est-ce que j'ai fait en 2003 avec le Parti libéral, j'en suis très fier. Toutefois, je vous cacherai pas qu'il y a des volets de la politique où c'est rendu que je trouve ça dommage. Et que la politique, des fois, en est déplaisante. Et le pire cas et le pire scénario, c'est quand on regarde qu'est-ce qui s'est passé, les événements Tucson du côté des États-Unis. Moi, juste pour vous dire encore la semaine dernière, sur certains dossiers, que des gens fassent des menaces ou qu'il y ait un discours agressif en politique, j'accepte pas ça. Et on l'a vu à l'Assemblée nationale au cours de la dernière année. On l'a vu des deux côtés aussi. Des deux côtés, mais comme je vous dis, on se sert souvent d'immunité et autres pour faire des déclarations, salir des réputations. Et moi, je suis pas allé en politique pour ça. Immunité. Est-ce que ça nous permet de dire toutes sortes de choses, toutes sortes de conneries? Que j'appelle, ça devrait pas. Non, absolument pas. Comme parce qu'on se cache sous le couvert de l'immunité. Oui, ou le couvert de la liberté d'expression. La liberté d'expression est importante dans notre société, mais pas pour faire du salissage de personnes et de réputation. Il y a une réflexion à faire là-dessus. Savez-vous pourquoi que je vous ai posé cette question-là, M. Bernard, si vous étiez fier d'être en politique? Parce que quand on regarde ici, là, vous allez me dire que ce sont des sondages, mais ça quand même... Moi, les sondages, j'en prends et j'en laisse. Mais il reste un fait quand même qu'on peut les regarder, les analyser également. Et je vous ai posé cette question-là pour deux volets. 21% des gens qui disent que le milieu de la politique est corrompu et incompétent. Et 20% des gens disent qu'il y a beaucoup de corruption et d'abus de pouvoir. On voit ici dans les deux réponses des gens, on parle de corruption et corruption. Ben ça, regardez, ça, ce sont des perceptions. Quand on voit ces perceptions-là, quand on dit milieu politique, ça, c'est le milieu politique à large. C'est pas simplement des questions. C'est le milieu politique au Québec. Oui. Puis quand les gens suivent la politique, quand on regarde le nombre de conseillers municipaux, de maires, d'élus à l'Assemblée nationale et autres, quand on regarde, c'est pas vrai. Désolé, là, mais c'est une perception par rapport à certains individus. Je vous dis pas qu'il n'y a pas des pommes pourrites, c'est vrai, mais il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Ça salit l'image politique. Ben, ça n'a aucun sens. Parce que ça ne salit pas seulement l'image politique au Québec, ça salit l'image politique au fédéral, au municipal, partout. Vous avez entièrement raison là-dessus, que ça salit l'image. Et c'est pour ça qu'il faut revenir puis de redonner confiance à la population. Puis juste avant les fêtes, c'est là qu'on était content. On a quand même voté les deux projets de loi, celui pour les codes d'éthique et déontologie, autant au niveau municipal que pour nous, les députés. On a mis en place notre commissaire à l'éthique. Nous autres, au niveau gouvernemental, il y en a un qui a aussi été nommé pour le milieu municipal. Puis je peux vous assurer une chose, on a mis un cadre un peu plus, mais je peux rassurer les gens, 99,9% des gens qui sont en politique, ils sont là, sont honnêtes et personne n'a vu sa réputation salir. Il arrive que oui, il y a des pommes pourrites. Moi, je dis tout le temps, tu as une courbe normale dans la société. Tu vas avoir, si tu as 100 individus, tu vas en avoir 10 très excellents, tu vas en avoir 80 qui vont être bons, puis tu vas en avoir 10. Parce que ça, là, ce que l'on voit actuellement, là, parce qu'on va parler du Québec, là, c'est chez nous, mais ce que l'on voit, nous, actuellement, là, ça n'incitera pas des personnes solides
à venir en politique? Parce que là, on a besoin de personnes solides pour venir en politique, parce que je ne dis pas que les personnes qui sont là ne sont pas solides aujourd'hui. Non, 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 mais il faut en emmener d'autres, parce que ça va tellement vite. Si on prend juste la santé et les finances, là, ça prendrait un dieu quasiment pour aller administrer. Moi, là, quand je regarde, M. Bernard, le ministère de la Santé, puis qu'on fait sa tour de bras, on a frappé sur Couillard, on frappe sur Bolduc, mais écoutez, là, c'est un ministère excessivement gros qui ne devrait pas simplement avoir un seul ministre. Non. Puis vous avez raison là-dessus. Puis le défi en politique, tout parti politique confondu, c'est d'avoir des gens de qualité pour justement, dans certains cas, occuper des postes ministériels. Et ça prend des gens avec un vécu en arrière. Oui, exactement. Avec oui, un ça, vécu, je suis d'accord que ce soit, avec vous. comme vous dites, aux finances, au développement économique, à la santé. Et tout. On a besoin de ces personnes-là. On a besoin. Puis les gens, souvent encore, les gens réalisent pas combien de personnes font des sacrifices personnels et économiques pour venir en politique parce qu'ils vont faire un devoir à l'État. Mais moi, je peux vous garantir, je le dis encore, la grande majorité, l'ensemble de tous les politiciens, peu importe le niveau politique, ce sont des gens foncièrement honnêtes et dévoient leur population. Monsieur Bernard, on va aller avec le Parti libéral, on va aller avec son chef Jean Charest, qui est dans le plus creux de la vague au moment où l'on se parle. On l'a dit, il y a une côte à remonter terrible. On prétend des élections provinciales 2014, peut-être 2013. Provinciales, au plus tard, c'est novembre 2013. Bon, 2013, ça va faire 5 ans. Ça veut dire qu'il reste 3 ans en chiffron à M. 2 à 3 ans. C'est ça, à M. Charest pour rebâtir et son image et l'image de son parti également. J'extrapole et je vous demande de commenter. Est-ce qu'il se peut que M. Charest se donne 1 an pour voir sa popularité, la popularité de son parti augmenter, stagner ou baisser? À partir de ce moment-là, mettons que l'on parle du mois de novembre 2011, OK? Ça, c'est dans 11 mois ou environ. Ouais. Est-ce que ça peut aller, là, et ses principaux conseillers peuvent lui dire, ben écoute, Jean, là, je m'excuse, mais avec toi, là, on ne reprend pas le pouvoir du tout, tu devrais partir. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Moi, je ne suis pas dans les... Non, monsieur, je veux dire, mais vous êtes quand même là, à Québec. Regardez, tout parti politique, au moment qu'on se parle, regarde dans une fenêtre de 2 ans pour des élections. OK, c'est certain que tous les partis font une introspection, tous les partis confondus. Puis il y avait un sondage qui sortait cette semaine, vous parlez de M. Charest, mais de l'autre côté, Mme Marois n'est pas plus populaire en tant que chef, et même M. Delta. Non, parce que le Parti québécois ne profite même pas de l'incompétence, en parenthèse, du Parti libéral. Non, puis je vous dirai encore une fois, quand on regarde, on est un gouvernement compétent, il y a des enjeux qui interpelle la population, mais on le regarde, le travail qu'on a fait depuis qu'on est là, c'est important. Mais actuellement, le point majeur, je crois que les gens, la population, il y a une perte de confiance envers les politiciens et elle se reflète fortement sur les chefs des partis. Le premier ministre inclus comme les chefs de l'opposition. On est rendu à un stade que les derniers sondages disaient que M. Kadir était aussi populaire pour être premier ministre que M. Charest. Donc, on voit ce qu'on en est. Avec cette petite prouesse qu'il a faite d'aller... les souliers. Les souliers, parce qu'ils sont faits en Israël, si ma mémoire est fidèle. Exact. Il y en a à peu près juste 2 %. Il va s'asseoir en avant du commerce pour inciter les gens à ne pas rentrer. On n'embarquera pas là-dedans, parce que là, elle va vraiment me choquer, parce que lui, il y a bien plus d'ouvrages à faire pour que son parti Québec solidaire ne devienne pas Québec solidaire. Il y a de l'ouvrage à faire. Mais regardez-moi finir, vous avez raison. Tous les partis, au moment qu'on se parle, il y a une fenêtre de 2 ans, et tous les partis, puis comme vous parlez, les sondages, comme je vous dis, il y a des choses qui vont bien, mais il n'y a pas un parti qui n'est pas insensible aux résultats des sondages pour essayer de commencer son positionnement pour la prochaine. Moi, je mets une fenêtre de 2 ans. Qu'est-ce qui fait, selon vous, M. Bernard, que le Parti québécois ne profite pas de la baisse énorme de popularité
du Parti libéral. Parce que, et vous l'avez souligné, et c'est vrai, au moment où l'on se parle, il me semble que Mme Marois, c'est environ 42%. Puis, mais elle devrait, avec tout ce qui se passe, parce que l'ADQ, pour l'instant, c'est très faible. Québec solidaire, je m'excuse, on n'en parlera pas. Puis, le Parti libéral est dans le creux de la vague. Et le Parti québécois, moi, j'aurais pensé qu'il aurait été à au-dessus de 50%. Ouais, moi, je regarde un changement que je considère dans la population, puis de manière générale. On est rendu que, je vous dirais que les électeurs sont vraiment campés dans des positions différentes. On voit, par exemple, qu'il y a un groupe, quand on a vu la dernière élection, il y a quand même un mouvement plus à droite qu'on a au Québec. Regardez, quand on a parlé rien que M. Legault pourrait revenir, on a vu déjà un mouvement en faveur de M. Legault, même s'il n'y avait pas de parti. La souveraineté, quand on le regarde de son bord, elle se tient toujours autour de son 40% historique à peu près. Donc, trop faible pour aller dans un référendum. Trop faible pour aller dans France. Mais on voit que le sondage, ça se maintient. Oui, parce que ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Pas. Alors on voit qu'il y a des courants différents. Puis les gens, ce que je sens ces temps-ci, comme vous le dites, recherchent un peu un nouveau discours politique. Des nouveaux porte-parole pour amener... Et c'est pour ça que M. Legault, même sans aucun parti, s'est vu tout d'un coup... Oh, ben, je pourrais presque être premier ministre, puis je n'ai même pas de parti officiel. Donc, on voit que les électeurs... Excusez l'expression, mais c'est un peu l'écœurement total des vieux partis, entre parenthèses. Oui, puis l'ADQ, à l'époque, il y avait eu, rappelez-vous, en 2007, quand il y a eu l'élection, ils sont allés chercher 41 députés, et à ce moment-là, les gens... il y avait une tendance vers du nouveau. Malheureusement, l'ADQ ne l'avait pas concrétisé. Quand on est revenu à l'élection de 2008, les libéraux sont venus. On a vu au pouvoir. Donc, on est encore dans cette mouvance. Et on le voit au niveau fédéral aussi. Oui, exactement, parce qu'on en parlait, là, on va faire juste une petite entrefilet là, sur le fédéral. Je prenais justement ce midi, le 17 janvier, que si il y avait des élections au fédéral, qu'on prétend qu'il peut en avoir au printemps, ça va coûter 500 millions pour revenir exactement au point de départ. Fait que, regarde, on va... Parce qu'au moment où l'on se parle aussi, M. Harper dirige le Canada comme s'il était majoritaire. C'est ça. En plus de ça. Et il profite de la faiblesse des partis de l'opposition. Et voilà, exactement. On pourrait aussi embarquer beaucoup là-dedans, mais on va s'en tenir au provincial, monsieur. Parce que j'ai une question à vous poser qui est longue un petit peu, mais je sais que vous allez me donner une réponse courte. C'est concernant la fameuse enquête publique dans l'industrie de la construction. En 2009, ceux qui en ont demandé, une enquête publique, on a l'ADQ, Jacques Duchesneau, l'ancien chef de police de la Ville de Montréal, le Parti québécois, Gérald Tremblay, Louise Harel et Richard Bergeron, qui étaient candidats à la mairie de Montréal, John Montgomery, qui est un ex-commissaire, Bernard Généreux, président de la Fédération québécoise des municipalités, Régis Labaume, maire de Québec, Maude Cohen, c'est la présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec, Syndicat canadien de la fonction publique, Yves Francard, président de la Fraternité de police, Christian Leblanc, président de l'Association des procureurs de la Couronne, il y a la CSN, et en 2010, il y a le syndicat des professionnels du gouvernement du Québec, Marc Bellemare, ex-ministre, Marc Gascon, Union des municipalités du Québec, et le dernier, et non le moindre, qui vient de se rajouter juste avant les fêtes, Michel Arsenault, président de la FTQ. Toutes ces personnes-là, toutes ces associations-là demandent une enquête publique. Est-ce que, un jour, l'enquête publique... Peut-être qu'il va en avoir une, mais regardez, moi j'ai lu, puis je dis à la population de le faire, je ne fais pas de l'annonce pour des ventes, mais j'ai lu le livre Mafia Inc., qui a été écrit par deux anciens, un journaliste de la Grèce encore active et l'autre qui est un ancien journaliste du monde criminel. Et je regardais, et ces deux personnes-là demandaient également à l'émission Tout le monde en parle, qu'eux aussi voulaient une enquête publique, ils disaient que c'était le temps d'avoir une. Mais je trouvais ça intéressant. J'ai lu le livre. Puis qui est très intéressant, c'est l'histoire de la famille Rujusto. Puis on voit beaucoup les points qui sont là, on les retrouve dans ce livre-là, puis au cours des 30 dernières années. Mais la chose que j'ai réalisée, ces gens-là qui ont écrit ces livres-là, qui demandent une enquête publique, tout leur matériel qui a servi à écrire le livre et toutes les choses qu'on voit qui ont sorti dans l'émission Enjeux et Enquêtes, une grande partie, viennent de ces enquêtes policières-là qui ont permis ces gens-là d'écrire le livre et de mettre en jeu toute la filière. Donc, ça m'a rassuré en disant qu'on a besoin d'une enquête policière pour
aller chercher justement des personnes. On a besoin Et éventuellement, moi je dis pas moi personnellement que c'est aussi des volets qu'on devrait regarder pour des commissions, entre autres, et revoir le processus, entre autres, dans le milieu du travail et dans le milieu de la construction. Il y a des choses que je pense qu'on devrait faire. Comme moi, j'aimerais qu'on revoie tout ce qui est mode de placement dans les milieux de la construction et autres, parce que beaucoup de choses à faire. Il faudrait, je vais vous dire, ça, dans le milieu du travail, globalement, le milieu de la construction, non seulement une enquête sur corruption, ces choses-là, mais sur tout le fonctionnement du milieu du travail. Moi, je pense qu'un jour, il faut que l'Assemblée nationale se repenche là-dessus. Monsieur Bernard, une demande, c'est de votre comté à vous, de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Je recevais ici, dernièrement, M. Armand Martel, qui a fondé la Fondation Armand Martel, une fondation qui vient en aide aux accompagnateurs, accompagnatrices des personnes qui ont à aller subir des traitements contre le cancer. Ces personnes-là, M. Martel, une maison, etc., où on prend soin des accompagnateurs et des accompagnatrices. C'est sûr que M. Martel, est-ce que M. Martel a déposé à vos bureaux une demande pour de l'aide financière? Bien, ça dépend de ce qu'on entend comme aide financière. Moi, depuis que je connais M. Martel, depuis que j'ai été élu en 2003, j'ai toujours donné un coup de main de différentes manières dans mon discrétionnaire. Mais je pense que le point que vous voulez parler, c'est vraiment au niveau d'une fondation. D'une fondation, proprement dit. On parle, mettons, de, je sais pas, une demande de 25 ou 30 000 ou environ ça. Est-ce qu'il y a eu une demande de déposer à vos bureaux? Pas de cette nature-là. Il n'a pas encore eu de déposer. Peut-être qu'elle va s'en venir prochainement parce que j'ai rencontré M. Martel tout récemment. Mais quand on met en place une fondation, vous soulevez le point. Je regarde, par exemple, il y a pour les gens de la Abitibi-Témiscamingue qui vont à Gatineau pour avoir des services de radio-oncologie, il y a une levée de fonds qui se fait ici en région, puis à Gatineau aussi pour financer la maison là-bas. Et la dernière qui a eu lieu ici en Abitibi-Témiscamingue, c'était M. Chérubin du côté d'Amos et Mario Provencher du côté de Rouyn-Noranda qui avaient participé à cette fondation-là. On a mis en place en région la Fondation Bradley pour les maladies mentales. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est un groupe de personnes qui se sont mis ensemble à ce moment-là, qui ont mis sur le pied la fondation, mais également pour aller faire des activités de financement. Et c'est là qu'à ce moment-là, avec M. Martel, il faudrait voir, est-ce qu'il pourrait être mieux, parce qu'il fait un travail exceptionnel. Oh, il fait un travail vraiment extraordinaire. Beaucoup ça, on le voit au centre. Déjà, on a assez d'être dans le malheur quand on apprend ça, sans se faire encore une fois taper sur le dos. Comme M. Martel, on le croit souvent, soit par exemple au Canadien Tire et autres, il va vendre des crayons, des choses comme ça pour se financer. Mais il faudrait que des gens se mettent autour de M. Martel pour faire des campagnes de fonds plus importantes, comme d'autres organismes le font en région. Mais j'attends sa demande, mais idéalement, c'est ça qu'il faudrait pour aider justement la Fondation. Ce dossier-là, M. Bernard, parce que moi, j'y tiens beaucoup. J'admire M. Martel, puis je le reçois. Il se fait 2 ou 3 fois que je le reçois ici. Une personne exceptionnelle. Exactement. Est-ce qu'il se pourrait, M. Bernard, que la présente session soit prorogée et puis que l'on reparte à zéro dans la 2e ou 3e semaine de mars au lieu de février? Si on faisait ça, c'est à la discrétion du premier ministre, M. Charest. Si on faisait ça, on aurait un nouveau discours inaugural, des nouvelles priorités, des nouveaux projets de loi. Autrement dit, on recommencerait à neuf. On repart à neuf. Ça a commencé à parler un peu de ça. Est-ce que vous en avez entendu parler? Bien, est-ce que c'est une chose possible? Non. La seule chose que, moi, le thème prorogation, pour les gens qui nous écoutent, si on se rappelle, le gouvernement, M. Harper, l'année dernière, il y a plus qu'un an, il est allé voir Michaël Jean pour mettre un terme à la session, avant les dates normales. Alors ça, c'était vraiment une prorogation. Nous, on doit rentrer le 8 février et jamais, au moment qu'on se parle, je n'ai entendu parler le moindrement de report de date d'entrée de la session parlementaire. Monsieur Bernard, dans son point de presse,
du 15 décembre dernier, le député d'Abitibi-Ouest et vice-président de l'Assemblée nationale, M. François Gendron, il n'a vraiment pas été tendre à l'endroit du gouvernement au pouvoir. Et entre autres, je le cite, « Autopsie d'un désastre, gouvernement paralysé dans les apparences de scandale. Depuis 2 ans, la population assiste à un triste spectacle de gouvernement en déroute. Premier ministre qui fait la sourde oreille aux demandes répétées de la population. Perte du comté de Kamouraska-Témiscouata, ça c'est très important. Puis investissement privé en chute libre. » C'est une autopsie assez... non, assez moi, sérieuse. je partage pas. Premièrement, quand on regarde, moi, je reviens où ce qu'on était en 2008. Revenons à l'époque, l'état des finances et de l'état de l'économie mondiale. Là, on était dans une phase de récession et au travers de ces années-là, notre gouvernement a très bien fait et d'ailleurs encore, c'était souligné par de grands experts le travail qu'on a fait. Donc, on a fait au niveau économique un travail exceptionnel et on s'en tire meilleur qu'ailleurs en termes de chômage et d'investissement. La dynamique des investissements privés est non seulement la difficulté au Québec, mais je vous dirais au Canada de manière générale, parce qu'on sort de la récession et les investisseurs privés tardent des entreprises autres à faire des investissements. Donc, Québec n'est pas le seul à cet égard-là. Et quand on regarde la dynamique mondiale, c'est normal. Pour le reste, oui, c'est vrai, mais ça, c'est le discours de l'opposition. Le gouvernement, c'est plus que demander une commission d'enquête ou non. Le gouvernement, le rôle qui est là, c'est de gérer l'économie, c'est de gérer les finances, c'est de gérer les ressources naturelles. Et sur ce bilan-là, d'ailleurs, le PQ ne sort pas sur ce bilan-là parce qu'il n'y a rien à dire contre notre gouvernement sur les choses de base pour la population. À l'ancien, c'est-à-dire au dernier budget du Québec, M. Bachand disait « Surveillez-nous bien, on va faire 62 d'efforts. » Ça a été démenti partout et encore aujourd'hui. Les chiffres sont là. On les regardera même pas parce qu'on n'a même pas le temps, mais encore une fois, c'est complètement impossible selon les grands fiscalistes que le gouvernement ne peut pas faire 62 Et selon le Conference Board, si le gouvernement ne modifie pas ses plans budgétaires, les contribuables devront payer une TVQ de 19,5 dans 20 ans ou tolérer un déficit annuel de 45 milliards. Ça, c'est le Conference Board qui dit ça. Là. Ce n'est vraiment pas n'importe qui. C'est pas lancé en l'air, ça. Là. Mais regardez, c'est pour ça que quand nous autres, par exemple, on s'est engagés, puis comme vous le dites, avec M. Bachand, 2013, retour à l'équilibre budgétaire. Okay? Il ne se fera pas. Ça se fera regardez, pas, et vous le savez aussi bien que moi, c'est impossible. À l'équilibre budgétaire, regardez, tout va être fonction, d'une part, de la reprise économique. Et déjà, on l'a vu quand même cette année, l'économie allait tellement mieux qu'on a fait un déficit de moins d'1 milliard déjà en partant pour l'année financière qui va se terminer. Donc, il y a des choses que l'économie va aider à relancer. Par ailleurs, et puis c'est là la preuve qu'il faut avoir des finances serrées puis les tenir serrées. Il y a des gens qui nous demandent, par exemple, qu'on repousse la date de l'équilibre budgétaire. On veut pas le faire puis on ne peut pas. Et il faut vous allez être obligé de le faire, monsieur. Ça, on verra. Parce que c'est en 2013-14. L'élection, c'est quand? Va être, comme je dis. Non, normalement, regardez, techniquement, c'est au budget de 2013-2014, c'est le budget du 1er avril, mettons, de l'année financière du 1er avril 2013. Oui. Et comme je vous ai dit, nous, on peut aller en élection jusqu'au mois de novembre 2013. Fait que là, donc, vous allez faire une campagne électorale sur le dos des contribuables qui, vous allez dire, on avait un budget extraordinaire, mais l'opposition ne veut pas qu'on le mette en application. Mais là, on va loin, disons qu'on est rendu pas mal loin. Monsieur Bernard, c'est tout le temps que nous avions, mais l'harmonisation des deux taxes fédérales nous doit environ 8 milliards ou quelques. Ça va se faire bientôt. On parlait de 2 milliards. Bon, oui, 2 milliards là, mais avec tout ce que c'est qu'il y en est, on parlait que le fédéral doit, en tout et partout, environ 7 à 8 milliards. Bon, c'est quoi. On verra, je les laisse négocier là-dessus. Okay. Mais c'est pas. D'ailleurs, on s'en va vers une campagne électorale fédérale pour certains disent, mais j'espère que non. Ça risque d'être un des ça va enjeux. venir au même.
Non, c'est certain. Monsieur Bernard, merci, merci infiniment. Puis on va se revoir d'ici au printemps, j'en suis persuadé. Oui, la session parlementaire commence le 8 février. Et donc, on va relancer budget cette année, encore une fois, et autres. Donc, il va y avoir beaucoup d'actions. Assez pour se reparler souvent, Oui, monsieur Bernard. mais il y a une chose, moi, je Très vite, il reste 10 secondes. La région, malgré tout ce qu'on dit, on regarde l'économie en région, somme toute, on s'en tire relativement bien en région, et je pense que les gens le réalisent. Monsieur Bernard, merci beaucoup, puis on se donne rendez-vous à une prochaine émission. J'en suis persuadé que quelque part au mois d'avril. Avec plaisir. Merci beaucoup, monsieur Bernard. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.